Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous dire quelques mots sur une société initiatique qui s'appelle la Golden Dawn. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une courte parenthèse pour répondre à certaines interrogations qui m'ont été formulées parce que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ces secondes vidéos, comme je les appelle, pour vous présenter une riche époque, des personnages célèbres et puis d'autres choses, bien évidemment. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des cours? Pourquoi est-ce que vous ne nous expliquez pas plus en détail, etc. Alors, que les choses soient très très claires. Je ne suis le dépositaire d'aucune autorité, je ne dispose d'aucun mandat et je ne souhaite absolument pas, par le truchement de ces vidéos, être le VRP d'une quelconque obédience, d'une quelconque école ou quoi que ce soit d'autre. Je suis juste, et c'est mon prénom qui le veut, Pascal en hébreu se dit Péza, ça veut dire le passeur, c'est celui qui vous permet de franchir une rive. Je n'ai pas la prétention ni la volonté d'être un gourou, d'être un guide, d'être un maître, que sais-je, je ne suis absolument rien de tout ça. Je suis juste quelqu'un qui veut partager mes modestes connaissances. Il se trouve que j'ai un certain âge, effectivement, et vous le saurez comme ça, j'ai la faiblesse de lire entre 4 et 5 livres par mois, et ça depuis des années, ce qui me donne effectivement une certaine matière, une certaine substance que je souhaite tout simplement vous transmettre, vous partager. Donc je ne peux pas être un professeur, je ne peux pas être un enseignant, je ne suis absolument rien de tout ça. Par contre, je pense que mon devoir est de simplement partager ces connaissances. Parce que sinon, si je les garde pour moi tout seul, ça n'a aucun intérêt. Ce serait profondément égocentré et c'est pas le but de tout ça. Parce que le but de ce savoir, appelons-le comme ça, ou de ces connaissances, n'est pas de l'empiler, de remplir bibliothèques et bibliothèques de droite et de gauche. Ça ne sert à rien, sinon ça prend la poussière. Le but de ce genre de connaissances et d'informations, c'est de nous transformer, c'est de vous transformer. Donc c'est pourquoi je fais ces petites vidéos, c'est pour vous ouvrir le catalogue en quelque sorte, ou le menu de tout ce qui a existé, tout ce qui existe encore pour certaines écoles, certaines obédiences, pour que vous puissiez faire votre marché. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas mal cheminé. J'ai fréquenté certains cénacles, j'ai fréquenté certaines écoles, sans entrer dans les détails parce que ma vie n'a aucune espèce d'importance. Mais le but n'est pas de revendiquer une appartenance ou d'afficher fièrement sur son épaule ou ailleurs, que sais-je, des étoiles, des symboles, etc. C'est absolument pas ça. Le but, c'est d'utiliser ces connaissances pour vous transformer, nous transformer. Donc, je ne peux pas être un guide, je ne peux pas être un maître, je ne veux pas du reste être comme ça. Parce que qui suis-je? En quoi serais-je meilleur qu'un autre? En quoi puis-je dire, voilà, je sais, vous ne savez pas? C'est pas moi, puis c'est pas vous non plus. Et puis, il n'y aurait pas de partage dans ces cas-là. Donc ça, c'était vraiment pour que vous compreniez, c'est pas que je refuse d'enseigner, mais j'ai rien à enseigner. La connaissance, elle est là à disposition, sauf que peut-être, par habitude, vous ne savez peut-être plus pour certains où chercher. Comment chercher les pistes? Et c'est là où, très modestement, j'interviens, mais comme une borne ou comme un panneau indicateur. Vous voyez, voilà. Alors maintenant, comme le dit l'adage, évidemment, chacun est libre, hein. Quand le sage, si tant est que je le sois, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ce qui m'a valu effectivement certaines critiques. Donc je ne suis absolument pas un gourou ni quoi que ce soit. Si je fais ces partages, c'est pour essayer de vous enrichir, pour vous donner une certaine émulation, pour vous transmettre certaines petites choses, pour vous donner envie d'avoir envie, pour que vous puissiez par vous-même parcourir ce ou ces chemins. Parce que c'est un chemin, quoi qu'on en dise, où on est seul. On peut être accompagné parfois. On peut être soutenu parfois, mais on chemine généralement tout seul. Voilà les amis, donc j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Et puis,
Et pour achever cette parenthèse, là je vais vous présenter donc la Golden Dawn. Rassurez-vous, on y vient. Je suis très bavard, vous le savez, je m'en excuse, c'est un peu mon défaut de fabrication. Mais nous n'allons pas rester que sur des sociétés initiatiques. Je vais vous parler également des courants philosophiques, je vais vous parler d'autres personnages, certains vous les connaissez, d'autres vous ne les connaissez pas, des concepts également très très intéressants, et puis des ouvrages. Des ouvrages, alors certains vous les connaissez, d'autres vous les connaissez moins. Et puis tisser des liens entre les auteurs, entre les ouvrages. Tout ça encore une fois pour vous donner des indications. Voilà, on peut, donc rassurez-vous, je ne vais pas toutes les semaines vous faire des sociétés initiatiques parce que sinon ça devient rasoir, même si je vous mets en lumière certaines choses. Voilà, c'est juste pour vous donner une teinture, comme on dit en alchimie. Mais la teinture n'est pas la pierre. C'est juste un moyen d'aboutir à la pierre. Et nous refermons la parenthèse. Donc je vais vous dire quelques mots sur la Golden Dawn. L'ordre hermétique de l'aube dorée, plus connu sous le nom anglais de Hermetic Order of the Golden Dawn, est l'une des sociétés secrètes les plus influentes de l'histoire de l'occultisme occidental. Fondée à la fin du XIXe siècle, elle a profondément marqué les pratiques magiques, ésotériques et continue du reste de le faire aujourd'hui. Alors, dans cette courte vidéo, nous explorerons rapidement l'histoire, les buts, la structure et les rituels de cette organisation fascinante, en mettant l'accent sur deux de ses membres les plus célèbres, Edward Bulwer-Lytton et Aleister Crowley, que vous connaissez. Alors, la Golden Dawn fut officiellement fondée en 1888 par William Robert Woodman, William Wynne Westcott et Samuel Liddell MacGregor Mathers. Cependant, les racines de la Golden Dawn remontent à une découverte mystérieuse qui aurait, je le mets au conditionnel, été faite par Westcott en 1887. Je veux parler ici des fameux Cipher Manuscripts, c'est-à-dire des documents cryptés qui auraient supposément été déchiffrés par Westcott et qui contiendraient in extenso les rituels et les enseignements de base de ce qui allait devenir par la suite la Golden Dawn. Alors, inutile de vous dire que ce que je vous dis là, ça relève de la légende. On la trouve du reste dans l'histoire de cet ordre, mais ayant recoupé et lu d'autres textes, c'est absolument pas avéré. C'est un petit peu une légende urbaine, pour dire les choses. Alors, il y en a une autre légende urbaine. C'est la légende de Anna Sprengel. Parce qu'il y a une partie intrigante de l'histoire de la fondation de la Golden Dawn qui implique une mystérieuse Allemande, justement, qui s'appelle Anna Sprengel. Westcott aurait prétendument correspondu avec elle pour obtenir l'autorisation de fonder une loge en Angleterre. Bien que l'existence réelle de Sprengel soit largement remise en question, cette histoire continue quand même d'être utilisée comme pour rajouter une aura de mystère, une aura un petit peu plus sulfureuse. Donc c'est pour, si vous voulez, attraper le chaland. Mais la réalité, c'est que c'est une fondation de loge en Angleterre qui s'est fait par l'intermédiaire d'une sœur, comme ça peut arriver très fréquemment d'obédience à obédience. Dans le monde maçonnique, ça n'a rien de mystérieux dans tout ça. Alors, quels sont les buts, en quelques mots, de la Golden Dawn? Le but principal est de créer une synthèse des traditions ésotériques occidentales. Et ça, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, quand je vous ai parlé de Stanislas de Gaeta, quand je vous ai parlé de Papus, voire même quand je vous ai parlé de Saint-Yves d'Alvèdre, je vous renvoie vers ces vidéos. L'ordre s'efforçait d'unifier et de systématiser diverses pratiques magiques qui incluaient, et on retrouve toujours les mêmes, la Kabbale hébraïque, Kabbale avec un K, l'hermétisme, l'alchimie, l'astrologie, la théurgie et le tarot. Vous remarquez comme à chaque fois, il y a une volonté de syncrétisme, qu'on soit outre-Manche ou côté français, volonté de syncrétisme, et puis toujours ces mêmes thématiques récurrentes. Donc ici, vous qui êtes peut-être cheminant, cherchant, ça vous donne également des pistes, des orientations, indépendamment de cet ordre. Mais refermons la parenthèse. Au-delà de l'étude théorique, la Golden Dawn visait le développement spirituel et magique de tous ses membres. L'objectif ultime
était la communion avec son saint ange gardien, une forme supérieure de conscience divine personnelle. Alors ça, c'est aussi quelque chose, pas simplement lié à la Golden Dawn, mais à d'autres ordres initiatiques dont je vous ai déjà parlé, qui consistent à, par magie, théurgie, pratique, rituel, à communiquer avec son ange gardien, c'est-à-dire la partie la plus éthérée de soi-même. Alors quelqu'un qui en parle un petit peu plus en détail et par le menu, et ça j'aurai l'occasion de vous faire un peu plus loin sur le chemin une vidéo sur le fameux livre de Gita Malaz, le dialogue avec l'ange, que bien sûr vous devez connaître, je pense. Et donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la surpartie de nous-mêmes. Eh bien la Golden Dawn était effectivement réputée pour avoir une ritualité très très particulière pour entrer en communication avec ce qu'on appelle cet ange gardien. Alors, la Golden Dawn était organisée selon un système complexe de grades, toujours inspiré de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Ce système était divisé en 3 ordres. Le premier ordre, qu'on appelle l'ordre externe, comprenait différents grades: néophyte, zélator, théoricus, practicus et philosophus. Il y avait ensuite un second ordre, un ordre interne, comme un cercle qui se resserre autour d'une lumière, l'ordre interne qu'on appelait la Rosae, Rubae et Aurae Crucis, donc très rosicrucien bien évidemment, avec 3 grades: l'Adeptus minor, l'Adeptus major et l'Adeptus exemptus. On retrouve du reste cette même structure dans Stanislas de Gaeta, c'est sans doute pas un hasard. Puis il y avait le 3e ordre, alors le plus mystérieux, qui s'appelait l'ordre secret, qui comprenait 3 grades aussi: Magister Templi, Magus et Ipsissimus. Je suis obligé de le lire parce que, voilà. Alors chaque grade correspondait, c'est ça qui fait la spécificité des rituels, à une séphira de l'arbre de vie kabbalistique. Sauf, il faut bien dire, pour le grade de néophyte qui servait en fait de mise en bouche d'introduction. Mais ça, c'est très important de voir que toute la ritualité de l'ordre se base sur la Kabbale, avec un K, juive, sur les séphirotes. Assez important. Et donc le but était de réactiver, alors vous savez ou vous ne savez pas, en quelques mots, que les séphirotes, bon, c'est un arbre séphirotique, il y a un anti-arbre, aussi c'est les anti-séphirotes, je ne vous en parlerai pas ici, qu'on appelle des cliphotes aussi, mais il y a aussi des mondes, il y a différents mondes dans lesquels rayonnent des sphères, et c'est comme ça que vous avez en fait les grades, ils sont articulés comme ça, dans chaque séphirote individuel, puis sur chaque monde, d'accord, et donc c'est la rencontre des deux qui engendre en fait toute la ritualité. Alors, la scénographie et les mimeodrames de chacun des rituels de la Golden Dawn étaient très proches de la franc-maçonnerie et ça allait même au-delà. C'était très théâtral, alors c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune et beau, effectivement, d'avoir des documents et puis d'être spectateur, on va dire comme ça, de certains de ces rituels. Alors, c'est extraordinaire. C'est vraiment du théâtre, il se passe des choses. Bon, maintenant, c'est juste, si vous voulez, un rituel. Il faut bien aussi le comprendre. Alors, ils étaient vraiment très spectaculaires, ces rituels, puisqu'ils mêlaient du symbolisme, théâtralité, et pour certains en tout cas, de la magie cérémoniale. Alors, autre point intéressant aussi, c'était l'importance de l'équinoxe dans la ritualité de la Golden Dawn, puisque réalisée 2 fois par an, cette cérémonie dite de l'équinoxe visait à équilibrer les forces magiques et à renouveler l'énergie de l'ordre, c'est-à-dire l'égrégore de l'ordre. Alors, il comprenait l'invocation au Saint-Ange gardien, mais cette pratique avancée était réservée aux membres du second ordre et était considérée comme l'un des rituels les plus importants, mais aussi les plus transformateurs. Alors j'en arrive maintenant aux figures emblématiques, et je vais vous livrer ici des petites informations que peu de personnes savent, je pense en tout cas. Notamment Edward Bulwer-Lytton, qui est un écrivain. Alors, on l'a appelé écrivain de courant romantique, etc. Alors, bien qu'il n'ait jamais
fait partie officiellement de la Golden Dawn. Edward Bulwer-Lytton, donc né en 1803 et décédé en 1873, a joué un rôle crucial dans la formation imaginaire et occulte qui a nourri la Golden Dawn. Alors, là-dessus, c'est vrai que c'est un auteur, alors notamment qui a, je vais vous en parler, parce que c'est très très important ici, c'est un romancier. Il n'a pas appartenu à l'ordre. Mais dans ses romans, notamment dans 2 romans dont je vais vous parler, on retrouve, au-delà du narratif, au-delà d'une histoire, des informations dont on parle dans la Golden Dawn. Donc une autre façon de véhiculer des informations qui ne sont pas spécialement académiques ou obédientiellement rattachées à cet ordre. Bon. Alors, c'était un romancier populaire dont les œuvres ont inspiré les thèmes ésotériques, notamment une œuvre majeure qui s'appelle Zanoni, le maître Rose-Croix, qui est paru en 1842. Et c'est très significatif, parce que justement, de quoi parle ce roman? De rosicrucianisme, de rituel Rose-Croix, et puis surtout, il décrit une société secrète d'immortels invisibles. Et là, on retombe sur les supérieurs inconnus du martinisme. Très très intéressant à lire. Zanoni, essayez de le lire, celui-ci. Mais alors surtout, il y en a un autre qui est encore plus étonnant, et ça, très peu de personnes le savent. Il y a un autre livre qu'il a écrit en 1871, alors en anglais c'est The Coming Race, c'est la race à venir. Il a imaginé, on va dire ça comme ça, une race souterraine avancée qui utilisait une énergie mystérieuse appelée le vril. Tiens, vous rappellera peut-être quelque chose. Et cette société a tellement captivé l'imagination du public qu'une réelle société, la Vril-Ya Society, a été fondée pour tenter de maîtriser cette énergie fictive. Les terres des alchimistes, le Ki ou le Chi, l'énergie invisible. Bon, et certains membres de la Golden Dawn ont participé à des expériences, alors qu'on peut, sans moquerie, qualifier de farfelues, mais c'était pour montrer l'impact vraiment de ces romans. C'est pour ça que pour moi, ayant la chance de disposer de ces ouvrages, enfin vous pouvez les trouver, hein, c'est pas si cher que ça, puis comme je lis en anglais c'est encore plus facile, je vous invite vraiment à la lire, ça, The Coming Race, hein, la race à venir. Parce que dedans, il y a pas mal de choses, vous allez voir. Alors on peut prendre ça comme un roman, effectivement, mais on peut aussi avoir un deuxième degré de lecture, et là vous avez véritablement des enseignements, là vous avez véritablement une filiation. Donc vous voyez, je vous parle de l'ordre de la Golden Dawn, et je vous parle d'un de ses promoteurs, qui on va dire est un artiste. Et ça c'est quelque chose de très très important. J'aurai l'occasion de vous parler également d'autres auteurs français cette fois-ci, qui ont fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire ils étaient périphériques à un ordre, mais ils ont utilisé les savoirs de cet ordre en mettant par des romans, par des histoires, des choses apparemment innocentes. Hein. Mais quand vous les lisez, et je vous donnerai les sources, je vous donnerai les titres, vous avez tout. Donc ça vous économise des heures et des heures de lecture, ça vous économise également des piles d'ouvrages à investiguer, donc je ne saurais trop vous inciter à vous intéresser à ces ouvrages-là. Mais poursuivons, il y a un autre personnage, alors beaucoup plus sulfureux cette fois, dont vous avez sans doute entendu parler, qu'on a surnommé le rebelle flamboyant dans l'histoire et dans nos milieux, qui s'appelait Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley est né en 1875 et mort en 1947. C'est sans doute le membre le plus célèbre et le plus controversé de la Golden Dawn. Son passage dans l'ordre fut bref, mais marquant. Alors déjà, Crowley rejoignit la Golden Dawn en 1898 et progressa rapidement dans tous les grades. En moins de 2 ans, il atteignit le grade d'adeptus mineur, une ascension qui suscita à la fois admiration et suspicion. Il y a beaucoup justement de littérature, de légendes, plus ou moins du reste, hein, disant qu'il aurait utilisé son charisme, son influence et puis ses connaissances, parce que c'était un monsieur quand même très érudit en beaucoup de sujets, et qui aurait utilisé son pouvoir, on va dire, pour gravir les échelons plus rapidement. Bon. Je vous en parlerai un petit peu plus loin.
Il y a eu aussi la relation tumultueuse de Crowley avec l'ordre culmina en fait en 1900, lors d'une tentative de prise de contrôle du Temple de Londres, où Aleister Crowley était vêtu d'un kilt écossais, d'un masque d'or, et il brandissait une dague cérémonielle. Une dague cérémonielle qu'on retrouve, pour la petite histoire, dans certains rituels maçonniques au 30e degré. Bon, on ne va pas entrer dans les détails ici. Et Crowley tenta de forcer l'entrée du temple en proclamant agir sous l'autorité de MacGregor Mathers, l'un des fondateurs de l'ordre. Alors cette action spectaculaire est connue et passée dans les annales de l'ordre et dans les annales de l'histoire de l'ésotérisme sous le nom de la bataille de Blythe's Road. Et cet acte extrêmement violent, répréhensible, c'est une dictature. Hein. Il arrive, ça va être moi le grand patron, je prends la place, je suis nominé, j'interviens au nom de... Vous voyez, pourquoi je vous disais en début de vidéo, vous voyez, moi j'interviens au nom de personne, hein. Je suis juste moi, c'est déjà pas mal. Mais il faut que vous sachiez tout ça pour éviter peut-être de tomber dans une adoration ou dans une espèce de fascination un peu trop facile hein, par rapport à la Golden Dawn. Hein. Et je connais beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ces rituels et qui ont eu tendance effectivement à se laisser happer par des choses qui n'ont rien à y faire en fait. Donc je me permets juste de vous dire ça pour que vous sachiez un petit peu qui était ce personnage. Alors une autre anecdote concernant Crowley, c'est un fameux rituel qui est très connu dans le milieu, c'est le rituel d'Abramelin le mage. Alors si vous voulez savoir un petit peu de quoi il s'agit, je vous invite à lire le livre de Robert Amblin, parce que c'est l'un des spécialistes de ce rituel, mais surtout de ne pas le mettre en application, ne l'appliquez surtout pas, du reste il le dit lui-même en préface, parce que ce rituel-là, bon, il faudrait que je fasse une vidéo à part si ça vous intéressait, bon, on va passer là-dessus, mais sur ce rituel-là, Crowley aussi est intervenu, vous allez voir. Donc pendant son séjour à la Golden Dawn, Crowley est devenu obsédé par ce fameux rituel d'Abramelin. C'est une opération magique complexe qui vise à invoquer son ange gardien. C'est ça le fameux rituel d'invocation de l'ange gardien. Alors il loua le manoir de Boleskine House en Écosse spécifiquement pour réaliser ce rituel, parce qu'il faut de l'espace, il faut une visibilité sur le ciel, enfin, lisez, vous verrez, c'est pas mal. Alors cependant, il a interrompu l'opération à mi-parcours pour fuir au Mexique, parce qu'il s'est dit adombré par des forces qui lui disaient, qui lui ont intimé l'ordre, pars au Mexique, pars au Mexique, pars au Mexique. Voyez. Donc déjà, quand il y a ça, surtout dans un rituel d'Abramelin, qui dérive des druides, hein, qui dérive même d'avant les druides. Hein. Donc quand il y a des adombrements négatifs, c'est-à-dire des entités qui se manifestent, qui interrompent un rituel pour vous dire attention, prends le train ou prends l'avion et puis il part comme ça, en plus au Mexique, ça sent pas très bon. Hein. Effectivement, mais il était pris, je dirais, dans l'illusion du film et dans toutes ces choses-là. Alors, il faut que je vous dise quelques mots, justement, sur un principe qui a été mis en avant par Crowley. Alors, ça n'a rien à voir, ça, avec la Golden Dawn, comme il en a été chassé, comme je vous l'ai dit. Il a développé son propre ordre de son côté. Alors, et il a créé le système de Thelema. T-H-E-L-E-M-A. Alors, on pourrait penser que c'est un lien avec le 5e livre de Rabelais, la fameuse abbaye de Thélème, hein, vous savez, là où on trouve la dive bouteille, avec le même adage du reste sur l'abbaye de Thélème que ce que va en dire Crowley, mais ça a été mal compris. Pardon, c'est un peu technique, je rentre dans le sujet. Alors, le Théléma, qu'est-ce que c'est que le Théléma? Le Théléma est un système philosophique et religieux développé justement par Aleister Crowley à l'issue de son expulsion de la Golden Dawn. C'est une doctrine qui a profondément influencé les mouvements ésotériques modernes et qui, soit dit en passant, est reprise, pillée sans vergogne par, vous savez, le New Age, les Glooby-Boulga, il y en a plein qui se revendiquent du Théléma. Alors, évidemment, ils gomment le nom Théléma, puis ils mettent leur propre logo en disant c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai trouvé, mais en fait,
quand on sait lire un peu et qu'on connaît, ça vient du téléma. Alors, le téléma trouve ses origines dans une expérience mystique vécue par Crowley en 1904 au Caire, en Égypte. Selon ses écrits, Crowley aurait reçu une dictée spirituelle de la part d'une entité nommée Aiwass, qui se présentait comme le messager du dieu égyptien Horus. Cette dictée forma la base du livre de la loi, le Liber al-Vel Legis, qui contient le texte fondateur de la téléma. Alors, je ne sais pas si effectivement Aleister Crowley a eu cette communication. Il se trouve que dans le milieu, beaucoup de personnes reçoivent des messages, écrivent des livres. Alors je vous rassure, si vous lisez mes petites productions, c'est pas mon cas. J'écris moi-même. Alors des fois, je suis inspiré, mais si vous avez pris connaissance de certaines pages, vous voyez que ça ne peut venir que du très haut, hein, surtout en alchimie, vous constaterez. Mais bref, mais ça fait partie de la légende. Mais le téléma, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une formule qui est la suivante: fais ce que tu veux, sera toute la loi. Vaste programme. Alors, la maxime centrale de ce téléma, do what thou wilt, shall be the whole of the law, en anglais. Mais alors on retrouve, hein, vous savez, l'abbaye de Thélème, fais ce que voudras, c'est ce que disait au livre 5 de Rabelais, fais ce que voudras. Lui, il en a fait, fais ce que tu veux sera toute la loi. Seulement, cela a été très très mal compris et très très mal interprété, parce que ce genre de formule, c'est la porte ouverte, on fait tout et n'importe quoi. On peut à ce moment-là partir dans des postures très très libérales, très licencieuses, très priapiques, édulcorée d'un stupre qui ferait rougir les nymphes, d'accord? Donc, elle ne signifie pas, en fait, cette formule. Fais ce que tu veux dans un sens, justement, hédoniste, jouisseur, mais c'est plutôt, et c'est là où il faut bien comprendre ce qu'il a essayé de dire, hein, découvre et accomplis ta véritable volonté. Cette volonté est considérée comme étant en harmonie avec l'ordre cosmique. Le but ultime d'un télémite, hein, le télémite étant celui qui adhérait aux pratiques de Crowley, est de découvrir et de réaliser sa vraie volonté, concept similaire à la notion bouddhiste de dharma. Donc vous voyez, c'est pas spécialement négatif ça, hein. Cette quête implique une profonde introspection et l'utilisation de pratiques magiques et méditatives. Le téléma peut être vu comme une continuation et une réforme des enseignements de la Golden Dawn. Il a conservé de nombreux éléments du reste de la magie cérémonielle et de la structure initiatique de la Golden Dawn, tout en les réinterprétant à travers le prisme de sa nouvelle philosophie. Alors, il y a aussi quelque chose qui a rendu l'aura extrêmement sulfureuse de Crowley. C'est un rituel très particulier dont vous pouvez avoir une idée dans le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, où vous voyez effectivement des couples, on va dire, dans une intimité étroite, d'accord, qui sont masqués. Alors ça, c'est un rituel très très ancien, qui était connu notamment dans certaines sociétés initiatiques, qu'on appelle le hieros gamos, c'est-à-dire une union charnelle spirituelle. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui se passe dans les corps, il y a aussi un fluide qui est happé, canalisé, orienté vers la tête, hein, pour obtenir une certaine forme d'illumination. Seulement, bien sûr, vous vous en doutez, dans ce genre de pratique, alors on n'appelle plus ça hieros gamos, seuls les vieux pépères comme moi connaissent ça, hein, évidemment, quand on a un peu lu et fréquenté certaines personnes, on le sait, mais c'est quelque chose d'extrêmement sacré, ça n'a rien du tout de licencieux ou de tout ce qu'on peut imaginer, sauf que bien sûr, s'agissant d'Aleister Crowley, s'agissant d'un monsieur avec un ego extrêmement développé, eh bien il est arrivé ce qui est arrivé, évidemment il y a eu des dérapages, et évidemment il y a eu des parties fines, si l'on peut dire, avec, ça s'est terminé en orgie romaine, si vous voulez. Donc évidemment, ça s'est accolé davantage à l'aura de Crowley, et voilà pourquoi il en est suivi tout ce que vous savez, j'imagine. Alors, Crowley, il faut quand même le savoir, a fondé 2 organisations principales pour propager ce téléma, hein.
L'Astrum Argentum, qui est un ordre magique structuré, c'est de la copier-coller du Golden Dawn du premier cercle, du premier ordre. Puis il a créé aussi l'Ordo Templi Orientis, plus connu sous l'acronyme OTO, qu'il a réformé pour en faire un véhicule de ses enseignements télémiques. Alors, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'OTO, sur l'Ordo Templi Orientis. Je ne vais pas le faire parce que, si vous voulez, ça va répéter ce que je vous dis là sur la Golden Dawn, et au point de vue structure et d'un point de vue intellectuel, je vois pas trop l'intérêt, mais allez vous documenter si vous aimez bien ça pour avoir un peu plus d'éléments. Alors, mais revenons à la Golden Dawn pour nous intéresser à son héritage et à son influence moderne. Malgré sa courte existence officielle, parce qu'il faut rappeler qu'elle n'a existé que 15 années, de 1880 à 1903, c'est très court par rapport à d'autres ordres initiatiques, eh bien la Golden Dawn, sa rituelie, tous ces textes continuent d'influencer l'occultisme moderne de façon considérable. De nombreuses pratiques magiques contemporaines, telles que la Wicca notamment, et le néopaganisme, doivent beaucoup aux enseignements de la Golden Dawn. Alors, si vous êtes un petit peu sachant dans le domaine magique, ésotérique, la Wicca, une magie très très particulière, ça découle de la Golden Dawn, et pas d'autre chose. C'est pourquoi je ne saurais trop mettre en garde certaines personnes qui, en lisant des vulgarisations faites par des pseudo-auteurs qui n'ont aucune culture en la matière, qui vous incitent à faire des rituels, on va dire mineurs, en fait ce ne sont pas des rituels mineurs du tout. Donc attention de ne pas ouvrir des portails, ouvrir des portes, et puis vous trouvez phagocyté, adombré par des choses qui ne sont pas très très bonnes. Donc la Wicca, personnellement, je m'en suis toujours méfié, parce que je sais d'où ça vient. Je sais que ça vient de la Golden Dawn. Alors, je préfère vous le dire. Alors, maintenant, si effectivement vous pratiquez la Wicca dans le meilleur sens possible, en ayant reçu l'initiation ad hoc qui va bien, bon, ne tenez pas compte de ce que je dis. En revanche, si ça vous chatouille, ça vous gratouille, ça vous démange, comme on dit, attention à ça. Non. Donc, il y a aussi une influence dans les arts et les lettres. Alors, je vous ai parlé effectivement de Buller-Lytton tout à l'heure, mais il y a aussi des écrivains, des poètes, comme Yeats, qui était membre de la Golden Dawn, Arthur Machen, qui ont incorporé des thèmes et des symboles de la Golden Dawn à travers leurs œuvres. Donc, vous voyez, la Golden Dawn a aussi utilisé des vecteurs artistiques pour promouvoir leurs idées. Alors, après la dissolution de l'ordre original de la Golden Dawn, de nombreux groupes se réclamant de l'héritage de cette Golden Dawn ont vu le jour, perturbant, travestissant les enseignements jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi, faites attention, il y a eu plein de soi-disant ordres. Alors néo-templiers, ça aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les templiers et sur ces résurgences, bon, qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce que la Golden Dawn a eu un tel succès dans ces rituels, dans ces magies, dans ces temples, dans cette chose-là, que y a des sectes aussi qui ont pillé tout ça. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'ordre du Temple solaire, avec Luc Jouret. Vous vous rappelez de tout ça. Vous vous rappelez également de la famille Vuarnet, qui a été victime, le fils vous savez, ils ont fini dans une forêt, ils se sont tous suicidés parce qu'ils voulaient se téléporter sur une planète. Ce qui me rappelle certaines couillonnades, pardon, que j'entends avec certaines personnes qui se téléportent aussi comme ça. Bon, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais ça mène à ce genre d'ânerie, d'aberration. Donc attention, parce que dans pas mal de mouvements sectaires, on retrouve ce ferment de la Golden Dawn. Donc ne vous faites pas avoir. C'est pas parce qu'on vous vend quelque chose, un système, machin. Attention, allez voir, intéressez-vous à ça. Alors, la Golden Dawn représente un moment charnière dans l'histoire de l'occultisme occidental, parce qu'elle fait le lien en fait entre les anciens et les nouveaux, en synthétisant diverses traditions ésotériques et en développant un système de magie pratique. Elle a jeté les bases de nombreux mouvements magiques modernes. Les personnalités flamboyantes qui ont marqué son histoire, comme Bulwer-Lytton, comme Crowley, ont contribué à façonner son image mystérieuse et fascinante, et ça perdure encore aujourd'hui. Et donc, ce que voulait la Golden Dawn, c'était la quête éternelle de l'humanité. Elle incitait l'humanité à chercher la connaissance cachée pour se transformer,
pour aller vers Dieu. Mais n'oublions jamais que quel que soit le vecteur, quelle que soit l'école, c'est toujours pour remonter jusqu'au divin. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard. Je vous remercie, si vous avez apprécié cette vidéo, de me lâcher des tonnes de petits pouces bleus, de la faire voyager. Et puis la semaine prochaine, eh bien, j'aborderai quelque chose. Alors on va arrêter un petit peu les écoles pour entrer dans des thématiques, parce qu'il faut que vous connaissiez également, à mon humble avis, les grandes directions. Vous voyez, il faut connaître les panneaux, les grandes directions, puis les bretelles de sortie aussi ou d'entrée sur l'autoroute. Donc je vous dirai quelques mots parce que c'est très important. Sur la gnose, c'est un vaste sujet qui me demande du reste beaucoup de travail. Donc un peu de patience. La semaine prochaine, si tout va bien, je vous livre cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.